En mars 1990, un groupe de lycéens va avoir la très brillante idée de réaliser un Ouija dans leur cours de récré. Malheureusement, les événements qui vont suivre vont être très loin d'être amusants. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire folle d'Estefania Gutiérrez qui a inspiré d'ailleurs le film Véronica qui est sorti en janvier 2018. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'était un film plutôt pas mal, donc si vous aimez bien ce genre de film un peu sur les esprits et compagnie, en tout cas moi j'avais bien aimé, donc n'hésitez pas à aller le voir. Mais avant tout, bienvenue à tous sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une histoire bien différente de ce que je fais d'habitude puisqu'on va traiter sur un sujet paranormal pour une fois. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, tout le monde a ses avis dessus, hein, qui y croit ou qui y croit pas. C'est toujours un peu délicat, c'est des croyances, hein, chacun a les siennes. Moi je serais d'avis d'y croire quand même sur pas mal de points parce que on a chacun vécu des choses un peu bizarres dans sa vie et j'en ai vécu des choses et vu des choses un peu cheloues. Donc c'est vrai que c'est des histoires qui m'interpellent beaucoup et celle-ci d'autant plus parce que vous allez comprendre au fil de l'histoire que bien il y a des choses qui s'appuient, enfin il y a des preuves si on veut et des choses qu'on a du mal à contredire. Voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment comme d'habitude ça me ferait hyper plaisir, à interagir avec cette vidéo, la partager à vos amis qui ont peur des esprits et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma boutique en ligne et vous faire plaisir dessus, ça me soutient évidemment. Et sur ce, sans plus attendre, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'histoire du jour. En mars 1990, le grand-père d'Estefania va décéder malheureusement suite à une longue agonie due à une maladie. Son grand-père, avant de mourir, va promettre à sa fille, donc la mère d'Estefania, à Concepción, qu'il ne la laisserait pas tranquille après sa mort et que bien au contraire, il viendrait évidemment la hanter. Sans surprise, la famille a pris ces mots comme voilà, un délire de vieillard un peu qui perd la boule et n'ont absolument pas tenu compte de ces dires et voilà, sont vite passés à autre chose. Et une semaine plus tard, Estefania, qui est au lycée et qui est âgée de 17 ans à l'époque, va avoir la brillante idée de confectionner avec ses amis une planche de Ouija avec des morceaux de carton, des lettres en carton, vraiment quelque chose de fortune, et un verre et de réaliser une séance de spiritisme avec un Ouija dans sa cour de lycée. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu du Ouija, c'est une planche de bois en général avec des lettres dessus, un oui, un non et un goodbye, donc un au revoir. Et le but du jeu, c'est de mettre un verre, de préférence en verre, dessus, de le frôler avec ses doigts pour transmettre l'énergie de notre corps et ensuite de poser des questions à un esprit s'il y en a dans la pièce, de les invoquer et l'esprit, à travers nos corps et notre énergie, fera bouger le verre et le déplacera sur la planche afin de nous parler à l'aide des lettres qu'il y a sur le plateau. C'est un jeu dangereux, on y croit, on n'y croit pas, moi c'est quelque chose que je ne jouerai jamais parce que c'est connu en fait. Les Ouija, quand vous jouez dessus, vous avez possibilité d'attirer des entités plus ou moins bonnes vers vous et si vous le réalisez mal, il y a des règles quand on joue à un Ouija, et bien il y a des risques que l'entité reste auprès de vous et comment dire, vous possède ou alors même vous embête jusqu'à la fin de votre vie. Encore une fois, ça reste des croyances, bien évidemment, mais moi c'est un truc que j'ai pas envie de risquer, personnellement, de me retrouver avec un esprit démoniaque à côté de moi, j'ai pas envie, donc j'évite d'y jouer. C'est même si on n'y croit pas, c'est du sérieux, évitez de le faire, vraiment c'est pas des jeux à prendre à la légère, enfin en tout cas moi personnellement j'y crois, alors je veux pas, je vous invite à ne pas le faire. Et en fait ils ont décidé, ses amis et elle, de jouer au Ouija pour une raison, c'est que le petit ami d'une des camarades d'Estefania est décédé malheureusement dans un accident de moto quelques temps avant et le but du jeu c'était de l'invoquer pour pouvoir lui parler. Voilà, il n'y avait pas d'histoire de on va invoquer quelqu'un au hasard pour lui poser des questions, essayer de jouer, et je pense qu'il y avait une vraie souffrance derrière, un vrai manque de la part d'une des filles pour pouvoir avoir besoin en fait tout simplement de parler à son compagnon qui était décédé. Mais au moment où ils étaient en train de jouer, il y a un prof qui va rentrer dans l'endroit où ils sont en train de le faire et va tout de suite stopper le jeu. Et encore une fois, sans vous parler en détail du Ouija, il y a des règles à respecter, dont une qui est censée être très importante, c'est quand vous parlez à un esprit et que vous captez un esprit, ou même si vous ne le voyez pas ou qu'il ne vous parle pas, avant d'arrêter le jeu, il faut toujours dire au revoir
sur la plaque pour couper en fait le contact si vous voulez, pour éviter de laisser une porte ouverte, un lien entre les deux mondes. Il faut dire au revoir. Et là le prof s'est un peu énervé contre eux parce que bah déjà c'est pas un jeu, hein, on est en Espagne, voilà, on est à Madrid principalement, je vous l'ai pas dit, mais ils sont très croyants là-dessus et c'est pas drôle en fait. Enfin, donc il fait arrêter tout de suite le lycéen sur le jeu. Il va tout de suite confisquer la planche de Ouija ainsi que le verre en verre dont il se servait pour pouvoir communiquer. Malgré les supplications des filles, dont Estefania, de ne pas faire ça, le prof va le faire en les ordonnant, en fait, il leur ordonne de retourner en cours et de pas faire ça dans la toilette. Donc a priori, il séchait les cours pour le faire. Et en fait, à ce moment-là, le prof va avoir la merveilleuse idée de péter le verre par terre. Et en fait, il va le briser en le lançant le plus loin possible de lui. Encore une fois, sûrement parce que bah, ça lui faisait peut-être peur. Et en fait, il ne faut jamais faire ça non plus. Je sais plus exactement pourquoi. Mais dans ce cas-ci, eh bien, au moment où le verre se brise au sol, des témoins d'ailleurs diront plus tard qu'une colonne de fumée noire est sortie des éclats de verre et a commencé à tournoyer et à monter vers le ciel. Il a commencé à flotter un petit moment comme ça jusqu'à rentrer par les narines d'Estefania, donc s'introduire littéralement en elle, sous les yeux effrayés du professeur et de ses camarades qui étaient complètement impuissants à ce qu'ils étaient en train de regarder. Et surtout, je peux pas imaginer la peur qu'on doit ressentir dans ces moments-là, parce que évidemment c'est pas normal. Estefania et ses camarades ont déjà réalisé des Ouija auparavant et n'avaient jamais fait face à ce genre de phénomène, c'était bien la première fois. Donc c'était forcément extrêmement effrayant. C'est sans surprise que tout le monde se met évidemment à hurler, toutes les filles lycéennes, les amis qui étaient en train de jouer hurlent partout complètement effrayés, et le prof lui va rester complètement figé, à pas trop savoir quoi faire, sachant qu'au fond de lui il est un peu responsable de ça en ayant lui-même brisé le verre. La journée va se terminer, Estefania va rentrer chez elle et les jours vont commencer à passer. Au début il n'y a rien de bizarre qui se passe, même si elle le garde dans un coin de sa tête, il y a quand même quelque chose qui est rentré en elle ce jour-là, et elle ne sait pas quoi, et elle se doute bien que c'est pas forcément très bon. Et au fil du temps, elle va commencer à se plaindre à ses parents qu'elle voit des grandes silhouettes autour d'elle, sombres, maléfiques, elle sent que d'une énergie négative s'en dégage, et que elle les voit principalement la nuit quand elle est dans sa chambre, voilà, vraiment des petites silhouettes sur le mur, elle commence à voir des choses comme ça, et c'est pas du tout rassurant, et ça l'effraie beaucoup, comme vous pouvez l'imaginer. Parfois ça allait même plus loin, quand elle éteignait la lumière de sa chambre, elle les voyait, plusieurs à la fois, et elle disait qu'il se tenait la main, qu'il l'encerclait, et qu'elle entendait des murmures lui dire « Viens, viens avec nous ». Non, c'est pas ouf. Plus les semaines passent, plus les jours passent et plus elle a des visions, et évidemment elle n'arrive plus à dormir, le sommeil lui manque terriblement parce qu'elle a tout simplement peur de se retrouver seule dans sa chambre et de faire face à ces démons qui l'entourent quasiment chaque nuit. Elle commence à perdre le contrôle d'elle-même, elle perd la tête entre le manque de sommeil et la peur. Elle a des phases agressives où elle agresse littéralement ses parents verbalement et physiquement. Ils diront même plus tard qu'elle avait des moments où elle parlait mais avec une voix qui n'était pas la sienne. Ils disaient que ça avait un ton très rauque, quasiment une voix masculine quand elle s'énervait sur eux, et du coup ils commençaient même à se demander si elle n'était pas possédée parce que c'était pas du tout elle en fait. Et Estefania, elle n'était pas connue pour être quelqu'un d'agressif, bien au contraire assez douce en général, donc ses parents la reconnaissaient tout simplement plus. Et au-delà de sa colère et de ses rages folles, ses parents diront plus tard qu'il y avait des moments où Estefania elle avait une force surhumaine, c'est-à-dire qu'elle arrivait à déplacer des choses ou à porter des choses quand elle était dans ses crises de rage qui étaient juste pas normales en fait. Donc vous savez, petit à petit, ses parents qui étaient croyants, ils ont commencé à se dire il y a un problème. Et on arrive au dernier stade entre guillemets d'Estefania où elle va commencer à convulser parfois le soir. Ses parents vont la retrouver très souvent comme ça, dans une vision juste terrible, en voyant leur fille au sol en train de convulser, avec les yeux exorbités et retournés. Vous savez, avec la bave aux lèvres, l'écume qui sort, enfin vraiment, juste une vision d'horreur, on n'a pas envie de voir ça chez soi. Ça leur a fait tellement peur ces fois-là qu'une fois ils ont fini par appeler le médecin de famille en disant il y a un problème, faut venir. Et le médecin dira aux parents, écoutez là il faut l'interner en fait en asile psychiatrique. Oui. Tout le monde n'y croit pas à ce genre de choses et du coup elle a été envoyée en hôpital psychiatrique. Elle en a fait plusieurs parce qu'aucun des hôpitaux où elle était n'arrivait à trouver le problème mental qu'elle avait. Donc en fait ils se la refilaient, donc l'hôpital 1 disait non franchement on sait pas ce qu'elle a, on peut pas le traiter, donc on l'envoie dans un autre hôpital, ainsi de suite. Et elle arrivera du coup au fil du temps à l'hôpital Gregorio Maranon, et le 14 août 1991, Estefania va sombrer dans un coma profond et va mourir.
brusquement, comme ça, sans raison, elle va mourir dans son coma. Alors que quelques mois plus tôt, elle allait très bien et que le seul événement étrange qui s'est passé, c'est la séance de Ouija avec cette fameuse fumée noire qui lui est rentrée dans le nez. Il lui restait en fait à ce moment-là que quelques mois à vivre puisqu'elle finira par décéder d'un coma. 2 médecins vont examiner son corps, Pedro Gabeza et Gregorio Arroyo. Ils vont examiner son corps après sa mort. Ils diront que sa mort elle a été soudaine et suspecte et du coup elle va être autopsiée parce que on veut comprendre ce qui lui est arrivé. Elle était jeune, bonne santé, il n'y avait absolument rien qui présageait qu'elle allait décéder comme ça. Donc une autopsie quand c'est comme ça, elle est réalisée et ces viscères ils vont être même envoyés à l'Instituto Anatomico Forense pour y être analysés, mais aucune cause de la mort ne sera trouvée. Donc le médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie, le docteur Pedro Gabeza, va écrire dans son rapport que la mort d'Estefania Gutiérrez Lazaro était due sûrement à un arrêt cardiaque. Évidemment les parents n'étaient absolument pas d'accord avec ça, puisque là c'était vraiment poser un mot pour poser un mot. Le docteur n'était absolument même pas convaincu de ça, en fait il n'y avait pas de preuve vraiment de ça, mais il n'y avait rien en fait sur le corps. À l'autopsie, il n'y avait rien qui attestait, enfin qui pouvait montrer les causes de sa mort. Et du coup, les parents, ils ont mis en doute la rigueur de l'autopsie, forcément. Ils ont commencé à en parler un peu partout. Ça a commencé à ce moment-là à intéresser les médias, mais ça a vite été oublié en fait. Voilà, le décès est passé à la trappe, les médias ont arrêté d'en parler assez rapidement. Mais ce qui a fait que cette histoire est devenue quelque chose de spectaculaire en fait, que les gens en ont parlé, qu'il y a un film qui a été fait, c'est cette partie-là forcément parce que c'est très étrange, mais tout ce qui va suivre. Estefania elle est décédée par un mal qu'on ne connaît pas. Mais le mal qui l'a emportée n'est pas parti avec elle. Bien au contraire, il est resté chez elle. Et cette chose, maintenant, va s'attaquer à sa famille qui vit là-bas. La toute première nuit après la mort d'Estefania, les parents d'Estefania vont commencer à entendre des cris d'une fille qui pleure dans la salle de bain. Et cette fille dira tout bas, en pleurant, « Maman, maman ». Ça les a réveillés en pleine nuit. Alors je t'imagine pas la douleur de la mère, évidemment elle a commencé peut-être à se dire que voilà, elle commençait un peu à perdre la tête, elle venait de perdre sa fille, c'est pas une épreuve facile, elle s'y attendait pas, c'était brusque, c'était vraiment brutal, mais c'est la première chose qu'ils ont entendue. Donc sa mère s'est quand même levée, puisque elle entendait ça dans la salle de bain, et par réflexe elle a été voir dans la salle de bain, et évidemment il y avait personne. Un peu de temps après, ils vont commencer à entendre des bruits bizarres dans la chambre d'Estefania, qui était restée telle qu'elle depuis son décès, et surtout personne n'avait été dans sa chambre avant, il y avait personne qui l'occupait, et il y avait des bruits dans cette chambre et c'était absolument pas logique. Une fois quand ils ont entendu les bruits, ils ont été voir dans la chambre, donc ses parents, et quelle fut leur surprise quand ils ont ouvert la porte et qu'ils se sont rendus compte que toutes les affaires d'Estefania, toutes les affaires de la chambre étaient sans dessus dessous. Tout avait été retourné, mais il n'y avait personne. Et pas la fenêtre ouverte en mode quelqu'un est venu, avait tout retourné, puis était parti. Non, non, il n'y avait personne dans la chambre, mais toutes les affaires avaient été retournées. La nuit suivante, donc vraiment ça s'enchaîne, la nuit suivante, ils sont couchés, les parents, et ils vont entendre des bruits de pas, des toc-toc dans le couloir, des pas qui vont se rapprocher au fur et à mesure de leur chambre. Et une fois que les pas arrivent devant la porte, ils ont entendu un rire masculin juste derrière la porte qui se moquait d'eux. Alors évidemment les deux se sont un peu chiés dessus, on va dire ce qui est, en ayant peur, en fixant la poignée du regard, en se demandant si la porte va pas s'ouvrir et ils vont pas retrouver quelque chose de bizarre derrière, ou un cambrioleur, on sait jamais, ça se trouve, à force on se dit que c'est un esprit, mais ça se trouve c'est simplement quelqu'un qui est en train de vous vider la maison. Dans la salle de bain, il y avait beaucoup d'événements bizarres. Déjà la température elle baissait énormément, quand ils étaient dans la pièce, il y avait sans aucune raison, d'un seul coup la température devenait extrêmement froide. D'ailleurs c'est connu, on dit souvent que quand un esprit est proche de vous ou quand il y a une entité proche, la température baisse et il fait très froid, c'est assez connu, on le voit beaucoup dans les films d'esprit. Il entendait des voix qui provenaient de la salle de bain, dire qu'il n'y avait personne. Ça arrivait que la porte des chambres, des armoires s'ouvrait et se refermait violemment sans aucune raison, sans qu'il y ait de courant d'air ou tout ce que vous voulez, c'était vraiment la maison entièrement close et tout s'ouvrait et se fermait et se claquait. Les appareils électriques comme la télé, les lumières, etc. s'allumaient et s'éteignaient sans même une intervention humaine si on peut dire. Et parfois il y avait même des petits objets comme des bibelots qui traversaient la pièce littéralement, qui volaient un peu partout. Je comprends même pas qu'ils soient restés à ce moment-là. Moi, dès les premiers signes, je serais partie. Enfin, après on dit ça, mais c'est jamais simple de partir comme ça. Mais bon, on n'a pas trop envie de rester dans ce genre d'environnement. Madame Gutiérrez, donc Concepcion, la mère d'Estefania, dira aussi qu'une fois dans la nuit, elle était couchée dans son lit pour dormir et elle a senti une pression sur son corps. À ce moment-là, elle a eu peur, elle n'a pas pensé tout de suite à tous ces trucs bizarres qui traînaient dans la maison. Elle s'est dit là c'est physique, on me touche, il y a quelqu'un dans la maison, donc elle a eu peur. Elle a glissé sa main pour réveiller son mari en disant il y a quelqu'un sur moi. Et en fait au moment où elle a glissé sa main, elle a senti une autre main dans sa main qui n'était pas celle de son mari. Alors évidemment quand elle s'en est rendue compte, elle a ouvert ses yeux, elle a compris qu'il n'y avait rien dans la pièce, que c'était juste des ressentis. Elle s'est mise à hurler, enfin elle disait que c'était vraiment la chose la plus effrayante qu'elle ait vécue
À ce moment-là, en tout cas, de l'histoire, parce que évidemment, c'est pas fini. Et l'intervention qui fera tout basculer, qui fera que vraiment les choses vont monter d'un cran. Un jour d'automne, toute la famille était rassemblée dans le salon, quand la porte du salon s'est ouverte brusquement toute seule, violemment, en claquant. Qu'il y a des coups dans les murs qui se sont fait entendre de partout. Donc déjà, ça a bien secoué, tout le monde était en alerte. Évidemment terrifié, les deux parents vont attraper le canapé qui est lourd et le glisser contre la porte, en refermant la porte du salon et le glisser contre la porte. Sur le canapé, ils vont poser un lourd objet en marbre pour encore plus mettre de poids sur le canapé pour pas que la porte elle se réouvre. Les bruits ne cessent pas tout de suite, ça claquait dans le couloir, enfin vraiment c'était un enfer. Et à un moment, hop, ça se calme. Donc ça y est, il commence à souffler en se disant ça y est, c'est fini. Mais non, c'est comme si un énorme coup de vent, une grosse tempête, un ouragan est passé dans le coin et a réussi à réouvrir la porte en poussant le canapé, qui était chargé par des trucs en marbre, dans la pièce. La porte elle s'est réouverte brusquement. Les petits bibelots qui étaient sur les stagiaires à côté de la porte, tout tombe, vu la violence de l'ouverture de la porte, tout tombe à côté, enfin ça fait un barouf pas possible, ça déglingue tout. Et en fait sur une des étagères il y avait un objet qui avait forcément une très grande valeur sentimentale pour la famille. Il y avait des portraits des enfants, dont le portrait d'Estefania. Une photo qui avait été prise quelques mois avant sa mort, elle est souriante, elle dégage vraiment quelque chose de positif dans la photo, et en fait elle est tombée au sol et du coup la mère tout de suite elle part la récupérer pour la ramasser. Elle ramasse la photo, elle regarde la photo, et là par réflexe elle la lâche. Son mari qui est à côté voit sa réaction, comprend pas, donc s'approche d'elle, ramasse le cadre, et va constater à ce moment-là avec horreur que la photo est en train de se consumer à l'intérieur du cadre. Et le plus troublant, je vous passe l'image, le plus troublant, c'est qu'il y a uniquement le visage d'Estefania qui s'est consumé, sans cramer le cadre qui était autour et la vitre, et sans abîmer le reste de la photo. Juste le visage s'est consumé tout seul à l'intérieur du cadre. Ce jour-là, ça a été l'une des pires épisodes qu'ils ont eu, d'une violence inouïe, et surtout la vision du visage brûlé de leur fille était juste horrible. Après, ils ont commencé, évidemment, comme leur fille avant eux, à voir des silhouettes se dessiner sur les murs, effrayantes, sombres. Ils rôdaient dans les couloirs, ils rôdaient dans les chambres, dans la salle de bain. Les parents étaient tellement effrayés à ce moment-là qu'ils ont fini par installer des caméras de surveillance un peu partout. Elles détectaient des mouvements, ça arrivait qu'elles se déclenchent, mais quand on regardait les images, évidemment, il n'y avait rien dessus. Il y a même un jour où Maximo, donc le père d'Estefania, va jouer avec son fils Maximilian dans une chambre, voilà, un moment détente avec son fils, quand le petit va se retrouver littéralement projeté contre le mur, sans aucune raison. Au mois de novembre, Maximilian, donc le petit garçon, il va aller dans la cuisine pour aller chercher un goûter, enfin voilà, une petite collation, aller grignoter un truc à l'abri de l'autorité de ses parents, et il va entendre à ce moment-là siffler dans la maison. D'un coup, il va voir à côté de lui passer dans les airs un pic en bois, lui passer juste devant le visage, et aller se planter dans un saucisson qui était accroché. À quelques centimètres près, c'était dans son visage qu'il finissait par se planter. Ouais, ça aurait pu être là l'esprit du grand-père qui lui disait de ne pas les grignoter en pleine journée. Mais bon, vous pouvez imaginer en étant enfant à quel point ça vous traumatise, quelque chose comme ça. Les petites sœurs d'Estefania vont aussi voir dans leur chambre des formes étranges, dont une qui va les traumatiser particulièrement. Ils vont entendre des bruits, des grincements. Ils vont finir par regarder, parce qu'en fait ils sont dans un lit superposé les deux, et ils vont regarder à travers, par-dessus la rambarde, et ils vont finir par apercevoir une silhouette à quatre pattes sur le sol, avec juste des yeux qui les regardent, enfin vraiment genre les films d'horreur presque on dirait abusés, où on se dirait mais jamais de la vie ça arrive. Et même moi quand je lisais l'histoire je me disais ouais c'est quand même hyper gros. Mais il y a un détail qui fait que ça semble vrai, mais on en reparlera à la fin de tout ça. La nuit du 27 novembre 1992, à 2h40 du matin, Maximo, le père d'Estefania, finit par appeler la police de Vallecas, à Madrid. Il va déclarer à la police de venir, sa maison est hantée et ils n'en peuvent plus. L'inspecteur sur place à ce moment-là, l'inspecteur José Negri, qui est en garde donc dans cette nuit-là, évidemment va lui rironner, enfin... Vous imaginez bien, vous appelez la police en disant oui, vous pouvez venir, la maison elle est hantée. Il y en a beaucoup qui rigoleraient. Bah là c'était le cas, hein, et ils se disaient ouais, encore des gens qui font canular ou qui essaient de chercher un peu de médiatisation. On va savoir, il y en a beaucoup qui inventent des faits pour pas grand chose. Et à ce moment-là, du coup, le Maximo, donc le père, va finir par passer le combiné à ses enfants et à sa femme, à la police. Et en fait, là, la police, en voyant l'état de panique totale des enfants et de la femme, vont finir par dire bon ok, on se déplace au moins pour rassurer ces gens parce qu'ils ont l'air vraiment paniqués. Ça a pas l'air d'être du chiquet, ou alors il faut leur donner un Oscar parce que c'est quand même très fort. La police va partir, envoyer du coup une brigade et s'arrêter devant l'immeuble où habitait Estefania et habitent ses parents. Le numéro 8 de la rue Luis Marin à Madrid. On est en novembre, encore une fois, il fait hyper froid et la police quand elle arrive, elle est stupéfaite de voir que toute la famille les attend sur le trottoir. Genre c'est glacé, ils ont pas mis 5 minutes à arriver et ils se disent ok. Donc là c'est que vraiment la famille est genre apeurée pour être au point d'attendre par terre sur un trottoir. C'est-à-dire qu'on est en plein mois de novembre. Ok, les parents vont conduire les inspecteurs dans leur domicile
pour leur expliquer ce qui se passe. Évidemment, c'était hyper calme, il se passait rien. Ils s'installent sur la table du salon avec les policiers et expliquent en fait tout ce qui se passe, tout ce qu'ils ont vécu. Leur fille qui est décédée de façon hyper bizarre après avoir réalisé une séance de Ouija. Il leur explique tous les bruits, toutes les visions qu'ils ont, les meubles qui bougent. Enfin vraiment, il leur explique toute leur histoire en détail. Les policiers les écoutent poliment, mais il y en a un ou deux qui commencent à avoir un petit rictus. Enfin voilà, ils croient absolument pas. Et comme beaucoup, je pense. Mais au moment où presque les policiers allaient se lever pour partir, en leur disant que voilà, c'est peut-être leur esprit qui leur joue des tours, l'armoire du salon, les portes vont s'ouvrir et se fermer de façon hyper violente devant les policiers, sans aucune raison. Évidemment, ils sont surpris. Ils sont surpris, mais pas forcément effrayés, parce que là, ils se disent ils veulent nous la mettre à l'envers. Ils nous font croire des choses. Comme par hasard, au moment où on s'en va, il y a un truc qui se passe, trop chelou. Donc les policiers vont examiner minutieusement cette armoire en essayant de trouver le stratagème qu'ils ont utilisé pour faire ouvrir les portes sans qu'eux ils aient besoin de se déplacer. Quel mécanisme ils ont utilisé, peut-être un minuteur, enfin des fils de pêche, vous savez, c'est connu. Dans les vidéos où il y a une porte qui s'ouvre, c'est un fil de pêche qui est utilisé et on le voit pas. Et en fait, ils vont rien trouver. Donc là, il n'y a pas d'explication. Et au moment où ils disent ça, il n'y a pas d'explication, ils entendent une détonation, mais vraiment un bruit fort comme une petite explosion sur la terrasse. Là, les policiers commencent à se dire, ok, il y a un truc bizarre quand même. Ils commencent à douter un peu de la véracité. Finalement, avant, ils y croyaient pas du tout. Là, ils commencent à se dire, peut-être un truc. Et à ce moment-là, sur le napperon de la table, il y a une tache rougeâtre qui va commencer à apparaître. Ils n'ont pas réussi à savoir d'où ça venait. C'était une tache de suie ou une goutte qui était tombée du plafond. Rien impossible de savoir d'où cette tache provenait. Encore une chose à mettre sur la liste des enquêteurs en mode mystérieux. Donc là, à ce moment-là, l'inspecteur il dit ok, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans cette maison. Il demande du coup au propriétaire de l'appartement de leur faire visiter chaque pièce. Ils vont arriver dans la chambre d'Estefania et ils vont se rendre compte que le crucifix, donc la croix de Jésus qui est accrochée sur le mur, est retournée. Ils n'ont pas vu se retourner eux-mêmes, mais elle est retournée. Donc bon, vous pouvez se dire, là ça a été fait en mode mise en scène. Et au-delà que la croix elle a été retournée, vous savez sur les croix, vous avez un Jésus dessus en fait, c'est une croix de crucifixion, vous avez Jésus dessus. Donc il était plus accroché sur la croix. Et il y a un des enfants qui va aller voir le policier en disant, bah oui, le Jésus je l'ai ramassé, il était par terre et je l'ai accroché sur un clou à côté de mon poster, à côté de la porte, et il a pas tenu, il est tout de suite retombé par terre. Et à côté de l'affiche, il y a 3 griffes qui sont apparues. Ensuite, ils vont se taquer à la salle de bain, la pièce où les parents ont raconté avoir vu, entendu des choses très bizarres. C'était devenu un peu un débarras, d'ailleurs, la salle de bain, il y avait beaucoup d'objets, vous les voyez sur les vidéos ou les photos que je vous passe d'ailleurs. Et quand ils rentrent dans la salle de bain, l'inspecteur va sentir ses cheveux s'hérisser, ses poils, vous savez, la chair de poule, vous savez quand vous avez les poils du cou qui s'hérissent un peu en mode danger, ça, la température il faisait extrêmement froid, enfin, vraiment il l'a senti baisser, comme s'il y avait quelque chose qui passait à côté de lui, enfin vraiment il a senti quelque chose de pas bon. Il va déclarer d'ailleurs, je cite, que quand il est rentré dans cette pièce, il a senti un froid comme jamais il l'avait senti auparavant. Les policiers finissent par partir, quitter l'appartement, sans avoir aucune explication sur ce qui vient de se passer. Et d'ailleurs, du coup, il y a un rapport qui va être fait, le rapport que je vous mets à l'écran qui est pas très lisible, mais bon, on a la preuve du rapport quand même, parce qu'ils sont obligés de faire un rapport quand ils interviennent comme ça. Et la conclusion du rapport de police est la suivante. Il y a un certain nombre de phénomènes en tout point inexplicables. Ils ne peuvent pas expliquer ce qui s'est passé dans cette maison ce soir-là, en tout cas de ce que eux ils ont été témoins, et bon ils peuvent pas affirmer à 100% que tous les dires de cette famille sont réels, mais en tout cas eux ils ont assisté à des choses qui n'étaient pas du tout possibles, normalement. Sans surprise, les parents d'Estefania vont finir par vendre la maison, terrorisés par ce qu'ils vivent là-bas. Quand ils déménageront, ils auront pas de problème dans la prochaine, ça les suivra pas. Les gens qui ont racheté l'appartement, ils diront qu'il s'est jamais rien passé dans la maison. Le 14 octobre d'ailleurs, juste avant leur déménagement, le 14 octobre 92, il y a même un reporter, Kous Moran, qui est envoyé dans cette maison, je vous montre des images. Il va filmer plusieurs séquences pour la chaîne de télévision généraliste Athéna 3 et le reportage va être diffusé durant le journal de la rédaction. Et en fait dans cet extrait là, soi-disant qu'il y a des voix qui vont être enregistrées. Les parties où ils en parlent, on voit pas bien dans le reportage que j'ai réussi à vous trouver, mais soi-disant qu'ils auraient entendu des voix comme qui diraient je ne peux pas, ou laisse-la, elle est folle, ou encore des mots pleins de promesses, genre attention on n'a pas commencé, des trucs comme ça, ça j'y crois un peu moins, voilà, je suis honnête, ces trucs là j'ai un peu du mal à y croire. Et en fait cette affaire du coup, elle va inspirer le film qui est sorti au cinéma le 24 janvier 2018 précisément, Véronica, qui en fait retrace cette histoire avec la jeune fille et le Ouija, etc. Donc c'est un bon film, si vous aimez ce genre de film, il faut pas hésiter. Voilà pour cette histoire de possession, si on peut dire, parce que
elle a été possédée, en tout cas c'est ce que les gens pensent. Après, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas, est-ce que c'est une creepypasta, est-ce que c'est des gens qui ont voulu faire le buzz, est-ce que c'est des gens qui ont voulu que ce soit médiatisé en rajoutant des caisses pour parler de la mort de leur fille qui était tout de même extrêmement suspecte, hein, elle est morte de on ne sait pas quoi. Donc peut-être que tout simplement les gens ont voulu rajouter des caisses dessus pour pouvoir justement essayer de parler de la mort de leur fille ou faire leur billet dessus. Allez savoir, il y a des gens qui sont pas très gentils. Mais moi ce qui me mettait, parce que Toulon évidemment j'y croyais pas trop, je crois à ces choses là. Hein. Mais en fait autant de phénomènes j'ai du mal à y croire parce que je me dis pourquoi on n'en a jamais filmé ou pourquoi il n'y a pas de preuves réelles. Vous voyez c'est un peu ça où j'ai un peu de mal là-dessus. Mais c'est le rapport de police en fait qui m'a fait douter parce que je me dis des policiers, des gens assermentés par l'État, ils ont rien à gagner en fait dans cette histoire. Eux ils viennent, ils rassurent les gens et ils ont vu ça, ils l'ont attesté. Qu'ils ont vu des trucs hyper inexpliqués dedans. Donc c'est là où je me suis dit bah c'est que c'est certainement vrai. Après peut-être pas, hein. Prenez pas ça comme une vérité absolue, hein. Sur internet on peut trouver de tout et n'importe quoi aussi. Les histoires paranormales il en existe énormément, souvent des creepypastas, hein, souvent des légendes urbaines etc. C'est forcément intéressant, ça fait peur, c'est inquiétant, mais parfois les légendes urbaines ont des vérités plus profondes et complètement différentes. Hein. Je pense par exemple, rien à voir, mais à la bête du Gévaudan, hein, qui a été connue pendant très longtemps, considérée comme étant un monstre, et en fait c'est vraiment un gros loup. Hein. D'ailleurs si ça vous intéresse, les légendes urbaines de France ou même d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Moi c'est des choses qui me passionnent. Hein. Les légendes urbaines, les légendes nordique aussi, j'en ai pas mal, ou même la mythologie, rien à voir, mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait d'avoir ce genre de format. Je vous avais dit que je faisais la catastrophe naturelle, etc. Là pour le moment, catastrophe naturelle, je suis en train de travailler sur un sujet qui est conséquent, donc vous l'aurez pas tout de suite, c'est un sujet qui est vaste, donc j'ai envie vraiment de prendre le temps de l'étudier pour vous condenser, comme d'habitude, au maximum la vidéo. Pas que vous ayez une vidéo de 3 heures, j'aime pas aller au-delà d'une heure, 1h10, je trouve qu'après ça fait très long et en fait ce genre de sujet est extrêmement vaste donc forcément ça demande du travail. J'ai aimé beaucoup travailler ça, c'était différent, hein, c'est pas du fait divers à proprement parler, bien que c'en est un quand même, il y a eu quand même un mort, mais j'ai bien aimé vous le faire, ça change un peu. J'espère que ça vous aura plu, ce type de format. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez les formats mythologie, les formats légendes urbaines, etc. Ça me plairait de les travailler. Parce que j'adore ça, je trouve ça trop cool. Et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne pour m'envoyer beaucoup de force. Et n'hésitez pas surtout à aller faire un tour sur ma boutique, il y a des nouveautés qui sont rentrées. En petite nouveauté, vous voyez, vous avez les petites veilleuses comme ça, Otari. Donc là, c'est, vous voyez, au niveau de la taille, on est sur des formats comme ça. Donc là, celle-ci, c'est la Océan. Vous allez avoir plusieurs déclinaisons qui vont arriver. Où vous avez, vous voyez, plein de coquillages incrustés. Et d'ailleurs, l'effet, ça fait un effet de loupe à l'intérieur. Et en fait, c'est des petites veilleuses. Donc je vais éteindre et vous allez voir, hop, voilà ce que ça donne. C'est pas juste trop beau. Et en fait, je sais pas si ça fait le focus, mais vous voyez tous les coquillages à travers. Là, vous voyez pas les reflets que ça fait sur le mur. Ah si, ça y est, vous les voyez. Regardez-moi cette dinguerie, c'est pas trop beau. Vous voyez, pour mettre avec sur un petit meuble, ça vous fait une petite ambiance bien sympa dans la maison. Et trop beau, je crois qu'il y a mes traces de doigts par contre dessus. Attendez, je rallume quand même. Et ça, c'est la petite nouveauté qui est rentrée. Donc n'hésitez pas, je rentre des nouveautés de temps en temps. Il n'y en a pas tout le temps, mais quand je peux... je refais, celle-ci est genre trop belle, puis là vous voyez bien par rapport à ma main, la taille elle est quand même assez grosse, elle est par rapport à l'ourson que je fais c'est plus gros, mais elle est juste magnifique. Je vais la poster bientôt la création sur ma page TikTok et c'est pour ça que là je suis en train de la stocker parce que je sais qu'en général ça part assez vite ces petites créations, mais j'adore. Voilà, donc si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. C'est la nouveauté en tout cas sur la boutique. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne matinée, bonne soirée, peu importe à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et on se dit du coup à lundi prochain pour une prochaine vidéo. Sur ce, adieu.